Mise à profit de la zone de libre-échange continentale, le Burkina et le Gabon y comptent bien. Visite d'amitié et de travail du chef de l'État, axée également sur les crises sécuritaires et sanitaires. Nous revenons sur son séjour en ouverture d'édition. Un camp implanté dans 2 villes frontalières, mission ramener la sécurité et la quiétude. Nous sommes avec le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale à Barani dans la Kossi et à Toeni dans le Sourou. Les résultats sont encourageants. À leur côté, en cette journée, le ministre de la Sécurité, le point de la sortie, c'est à suivre. Vivre malvoyant ou aveugle, chose difficile, mais contre mauvaise fortune, il faut faire bon cœur et travailler à une maîtrise de son handicap. Dans le Passoré, plusieurs travaillent à se construire à travers l'apprentissage de la lecture. Le braille comme seconde vie, c'est dans l'un des dossiers de cette édition. La commune de Poura et la Sorémib, une histoire commune. Ce soir, notre caméra fait une halte sur la cité des anciens travailleurs, des logements en piteux état depuis la fermeture de la mine. Que reste-t-il à ce jour? Constat avec l'équipe dépêchée sur place. Ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Retour ce soir sous le voyage du chef de l'État au Gabon, une visite d'amitié, de travail axé coopération entre les deux pays. En toile de fond, la zone de libre-échange continentale africaine et la sécurité et la situation sécuritaire et sanitaire. Le point de la rencontre entre les deux chefs d'État avec notre envoyé spécial Olopoda. Une diplomatie au service d'un partage d'expériences qui profite à tous. Le président du Faso prône le partenariat mutuellement avantageux pour le Burkina Faso et le Gabon. Et cette visite d'amitié et de travail intergabonaise témoigne de cette volonté de Roch-Marc Christian Kaboré de redynamiser l'axe Ouagadougou-Libreville. Nous avons en tout cas salué la qualité de l'accueil qui nous a été réservé. Et en tout cas constater que nous avons de très bonnes relations entre nos deux pays que nous devons réactiver. Parce que 2012 a été la dernière rencontre de la commission mixte entre nos deux pays. Un renforcement des relations entre les deux pays qui aura pour fondement la coopération bilatérale, le partenariat pour faire face à la crise au Sahel, à la lutte contre le Covid-19. Mais ces moments d'échange entre Roch-Marc Christian Kaboré et Ali Bongo ont aussi été marqués par la question de la zone de libre-échange continentale africaine. Ça a été ratifié par le nombre de pays. Maintenant, il s'agit de mettre en œuvre les mécanismes. C'est pour dire que ce n'est pas quelque chose qui va se faire de façon éclair si nous ne travaillons pas nous-mêmes à créer les voies et moyens pour pouvoir effectivement faire en sorte que cette zone de libre-échange soit une réalité, disons, dans notre continent. C'est pour dire que c'est une question que nous avons abordée et nous allons travailler entre les deux gouvernements pour voir justement comment avec le Gabon nous pouvons développer, d'autant plus que tout récemment encore nous avons, grâce à l'autorisation des autorités gabonaises, relancé également la compagnie Air Burkina qui vient maintenant au Gabon. Je pense que beaucoup de choses peuvent être échangées entre le Gabon et le Burkina Faso. Le ministre Alpha Bari et son homologue du Gabon ont été instruits de travailler afin de remettre sur les rails la commission mixte de coopération entre le Gabon et le Burkina Faso et comment les deux gouvernements pourront tirer le meilleur bénéfice de la zone de libre-échange continentale africaine. Séjour mis à profit par le chef de l'État pour des audiences avec les Burkinabés résidant au Gabon. Les préoccupations sont exposées grâce au Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger. Les audiences sont ici résumées par notre envoyé spécial Olopoda. Les chiffres officiels estiment à environ 50 000 les Burkinabés vivant au Gabon. Ils évoluent dans plusieurs secteurs d'activité. La visite du président du Faso en République gabonaise est perçue comme une aubaine pour les délégués du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger pour exposer les difficultés auxquelles sont confrontés les compatriotes vivant dans ce pays d'accueil.
Nous avons eu l'occasion de rencontrer le ministre des Affaires étrangères qui était avec le chef de l'État. Nous avons discuté ensemble et nous avons étalé quand même quelques-uns de nos problèmes. Hormis cela, il y a d'autres problèmes. Des missions consulaires et d'autres choses que nous avons eu à discuter. Chaque fois quand il y a des missions consulaires qui viennent vers nous, ça va aussi nous aider. Nous avons évoqué aussi un autre problème parce que nous avons une province septentrionale qui est à 600 km de la ville de Libreville. Et chaque fois-ci, les compatriotes doivent quitter là-bas, venir à Libreville pour ne serait-ce que faire la carte consulaire, c'est pas facile. Donc nous avons soumis que le nécessiteux problème, si on peut nous trouver une représentation diplomatique aussi dans ce sens, dans cette région-là, ça va nous faire beaucoup plaisir. À la suite des délégués CSBE, ce sont des Burkinabés qui évoluent dans les institutions internationales qui sont venus échanger avec le chef de l'État sur la situation sécuritaire et sanitaire au Burkina Faso. La question d'entraide mutuelle entre compatriotes s'est aussi glissée dans les échanges. Nous, au sein donc des fonctionnaires internationaux, nous avons un groupe social, mais également d'entraide. Donc nous essayons de nous voir le plus souvent que possible, sauf que la question Covid donc, est venue un peu ralentir ce rythme-là. Mais nous accompagnons aussi beaucoup l'ambassade qui quelquefois nous contacte pour des cas sociaux qui arrivent au Gabon. Et donc nous essayons d'aider au mieux que nous le pouvons à résoudre ces cas sociaux-là. Le président du Faso a par ailleurs exhorté ses compatriotes à rester unis et solidaires et surtout à être les ambassadeurs du Burkina Faso auprès du pays qui les a adoptés. Dans un autre registre, les municipales sont dans le viseur du mouvement Agir Ensemble. Le conseil exécutif réuni ce samedi se penche sur l'adoption d'une nouvelle feuille de route. Une rencontre qui permet également de passer en revue les actions menées depuis la création en 2019 et faire un bilan de la participation aux élections couplées. L'ouverture des échanges avec Gérard Sommet et Nyarki Teda. C'est une revue de troupes au sein du mouvement Agir Ensemble. Membres du bureau exécutif et secrétaires généraux des sections provinciales se parlent pour dégager des perspectives nouvelles pour le parti. Pour y arriver, les participants vont examiner, point par point, les forces et les faiblesses de leur formation politique au lendemain des élections du 22 novembre 2020. Au vu des résultats, on a constaté un certain nombre d'insuffisances. Et donc, il faut effectivement redynamiser le parti pour que les résultats soient beaucoup plus meilleurs que ce qu'ils ont été. Ce qui est urgent pour nous actuellement, c'est vraiment de la restructuration du parti. Il faut effectivement que le parti, déjà qu'il est présent sur toute l'étendue du territoire national, il faut qu'effectivement nous dynamisions donc les différentes activités du parti. Et nous allons nous atteler à trouver effectivement les sources, les ressources qu'il faut pour que le parti soit beaucoup actif et soit visible sur le terrain. Réorganiser et restructurer le parti, le mouvement Agir Ensemble se donne les moyens pour le faire avec dans le viseur les élections municipales de 2021. C'est pour cela d'ailleurs nous avons élargi notre rencontre là aux secrétaires généraux parce que c'est eux qui sont sur le terrain pour qu'ils puissent effectivement ensemble avec nous discuter des contours donc de comment est-ce que nous allons nous organiser pour la campagne donc des élections municipales, eu égard aux différentes insuffisances qui sont perceptibles, qui ont été déjà citées au niveau donc de l'organisation et des présidentielles et des législatives qui viennent de passer. Être en phase avec le paysage politique actuel, le parti de Boubacar Diallo le fera, tout en restant dans l'opposition pour prôner le changement. Le mouvement Agir Ensemble est arrivé 4e au présidentiel avec son candidat Kader Désiré Ouedraogo et a obtenu 2 élus qui siègent à l'Assemblée nationale. Au plan sécurité, la journée a été celle des visites et des encouragements pour le ministre de la Sécurité sur le terrain et avec le Garci, il fait un point des résultats et des difficultés rencontrées. Des unités antiterroristes de la gendarmerie nationale basées à Barani dans la Kossi et à Toeni dans le Sourou, des camps qui ont pour mission de ramener la paix avec l'aide de l'Union européenne, bras financier du projet. On voit les résultats sur place avec Roger Kam et Dramana Guéné. Ce matin, le ministre de la Sécurité atterrit à Barani, dans la Kossi, à 30 km du Mali. Ousseni Compaoré et une délégation de l'Union européenne prennent des nouvelles de leur projet commun, le Garci 1. Le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention
une unité antiterroriste de la gendarmerie nationale créée en 2019. Ici, Garci Barani. Les hommes du capitaine Ndou présentent fièrement leur bilan aux hôtes du jour. Plus de 100 terroristes neutralisés, 11 aux arrêts, du matériel divers saisi par des patrouilles de nuit comme de jour. L'ennemi est repoussé, la quiétude revient dans la ville. Plusieurs déplacés internes regagnent progressivement leur village. La sécurité est revenue à Barani et tout autour de Barani. C'est un motif de satisfaction, pas du gouvernement seulement, mais surtout des populations qui ont apprécié ce déploiement. Et c'est un motif de satisfaction également pour les bailleurs de fonds qui constatent que les investissements qu'ils ont faits pour nous aider à amener la sécurité se sont concrétisés. Après le Garci de Barani, Ousseini Compaoré visite la police nationale avec une promesse de construction d'un nouveau commissariat. Puis, cap sur le Garci de Touéni, à seulement 7 km du Mali. Ma présence ici aujourd'hui n'est pas seulement pour vous encourager, mais c'est également pour vous écouter et vous dire personnellement l'attention que le gouvernement porte à votre action ici. 2 attaques de base enregistrées, 44 mines artisanales, des embuscades, voilà le vécu des hommes du capitaine Ouedraogo. Beaucoup de preuves qui leur ont permis de renverser la tendance. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Des actions offensives ont neutralisé plus de 80 terroristes. Les engins explosifs improvisés sont désamorcés sans danger. Le moral est haut, mais les hommes ont beaucoup de doléances et l'autorité prend note. Il nous appartient, c'est notre devoir de regarder de très près ces préoccupations et d'y apporter des réponses. Ce sont des gens, des gendarmes essentiellement, qui ont décidé de laisser leur famille derrière, de laisser leurs amis derrière et venir combattre ici. Et ce combat a apporté des résultats au-delà des espérances, puisque aujourd'hui, il y a une stabilité pas relative, totale dans la région. Oui, nous sommes très satisfaits parce qu'on voit vraiment que les unités sont très opérationnelles, engagées. Ils nous font une très bonne présentation de toutes les actions qu'ils sont faites dans ces dessins qui fonctionnent. Donc vraiment, oui, tout à fait, nous sommes satisfaits. Le Garci, c'est un projet du gouvernement burkinabé calqué sur l'expérience espagnole et financé par l'Union européenne. Plus de 10 milliards de francs CFA investis par le partenaire. Garci 2 est en préparation pour s'installer à Mangodara dans la Komoué et le 3 sera basé à Nyoro dans le sud-ouest. Sur le terrain, nos FDS auront donc besoin d'aide et ce geste du Japon devrait donc apporter du souffle au renforcement des capacités opérationnelles. Une enveloppe de plus d'1 milliard de nos francs, un geste qui vient en réponse à l'appel du chef de l'État à une solidarité internationale contre le terrorisme. La signature de l'échange de notes de ce 27 février avec Amado Ilboudo et Ernest Kambiri. Renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, le Japon encore et toujours aux côtés du Burkina. Après un premier don en 2019, le gouvernement japonais, à travers cette signature d'échange de notes, met à la disposition du Burkina plus d'1,5 milliard de francs CFA comme contribution à la lutte. C'est avec la paix et la sécurité qu'un pays peut mettre l'accent sur le développement des secteurs comme les routes, l'eau, l'économie, la santé, l'éducation, la formation professionnelle. Pour le diplomate japonais en poste au Burkina, ce geste se veut une réponse à l'appel du président du Faso à une solidarité internationale autour de la question du terrorisme au Sahel. Il intervient à un moment où l'actualité nationale fait état d'actes de cambriolage quasi quotidiens à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, les deux plus grandes villes du Burkina. Et pour le chef de la diplomatie burkinabé, les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité intérieure seront très bientôt accrues dans les grandes agglomérations. Vous savez, il y a des zones où le Japon intervient pour aider le Burkina Faso, où pratiquement des chantiers se sont arrêtés.
les chantiers se sont arrêtés parce qu'on ne pouvait pas, non seulement les entrepreneurs ne pouvaient pas partir, ceux qui font le contrôle ne pouvaient pas s'y rendre. Et donc, il est important que le développement soit accompagné donc, de sécurité. Je voudrais saluer donc, le Japon pour ses efforts de solidarité qui sont faits et qui permettent donc qu'on puisse donc, envisager le développement. En attendant, abnégation, courage, dévouement et engagement sans faille sur le terrain seront les maîtres mots qui guideront les actions de sécurisation du pays dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme de développement, a laissé entendre Alpha Bari, le chef de la diplomatie burkinabé. Boire à la source des aînés et prédécesseurs pour réussir sa mission. Voici l'un des leitmotivs du nouveau ministre de la Communication. Engagé dans une série de visites, Ousseini Tamboura était ce jour à Léo, chez l'ancien ministre Mahamoudou Ouedraogo. Des échanges qui se sont refermés avec une visite d'activité d'élevage et de maraîchage. Constat avec Urbain Benito Somé et Momoni Soubega. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement chez l'ancien ministre de la Communication Mahamoudou Ouedraogo. Et c'est dans sa résidence de Léo que le docteur Ousseini Tamboura est accueilli par son devancier. Une visite qui entre dans le cadre de sa série d'échanges qu'il effectue avec les acteurs du monde de la communication. Mais avant les échanges, Ousseini Tamboura visite la ferme du docteur Mahamoudou Ouedraogo à une quinzaine de kilomètres de Léo. Pour l'ancien ministre de la Communication, c'est une visite qui honore. Il y voit un signe de respect et de considération des aînés. C'est un sentiment de joie parce que quand les petits frères se déplacent pour rendre visite aux aînés, eh bien, ils ont automatiquement la bénédiction de ces aînés-là. Parce qu'ils posent un acte qui est dans notre culture africaine. Du succès dans sa nouvelle fonction, c'est ce que souhaite Mahamoudou Ouedraogo à Ousseini Tamboura. Et pour y parvenir, il lui suggère quelques valeurs à cultiver. Je pense qu'il a pris le bon chemin. La bonne écoute, la capacité d'écoute fait le tiers de la réussite d'une mission. Si l'on sait écouter les gens, même quand on n'est pas d'accord avec eux, mais prendre le temps de les écouter, ça facilite grandement les choses. Mais si on est muré ou si on reste un bureaucrate, alors là, on ne peut pas gérer de manière heureuse le secteur de la communication. Et lui, il a pris, à mon avis, franchement, le bon chemin. Que le Tout-Puissant l'accompagne pour que les missions qu'on lui a données, il les conduise à bon port. Ministre de la Communication en 1996, puis ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme en 2002, Mahamoudou Ouedraogo a été également directeur de la télévision nationale du Burkina. En dehors des activités agricoles et pastorales qu'il mène dans cette ferme, le docteur Mahamoudou Ouedraogo continue de former des jeunes en communication dans des écoles supérieures du pays. Êtes-vous, comme moi, un obligé des verres correcteurs? Si oui, ce soir, on va s'intéresser à l'environnement des ventes, un milieu en proie à l'anarchie selon nos reporters et qui, fort heureusement, est en voie de réglementation. Difficile à ce jour de dénombrer les lieux de vente du fait de la non-maîtrise du secteur. Une de nos équipes a choisi ce soir d'y regarder d'un peu plus près. Voyons le constat qui se dégage avec Gérard Sommet et Caroline Ouaré. À l'image du temps qu'il fait sur Ouagadougou ces jours-ci, le climat est des plus moroses dans cette maison de vente de verres correcteurs. Jean, le responsable et vendeur, fatigué de se tourner les pouces, se pose des questions. À quoi peut bien être due la mévente de sa marchandise, des verres de correction de la vue qu'il dit faire venir de la Turquie? Aujourd'hui, je dis là, les optiques là est devenu un peu mou, quoi. Il a pris les marchés, voilà, donc tout ça est devenu un peu compliqué. Jean n'est pas le seul dans cette situation. Ici, nous sommes dans les locaux d'un autre vendeur. Lui est opticien en plus et malgré ce titre, son activité tourne également au ralenti. En réalité, le souci se situe au niveau des opticiens ambulants. Il y a des gens qui se promènent avec les montures dans les sacs à tout ça, qui vendent à des prix vraiment, du coup, bon, la clientèle n'est plus comme ça. Donc, vraiment, c'est pas facile. Déjà, même entre nous, on doit s'entendre. Les opticiens, il y a un problème avec les collègues. Du coup, on doit créer un cadre où on peut peut-être
se concerter, voir ce qui peut faire, comment on appelle ça, que ça bouge, les choses bougent quoi. Ici comme ailleurs, la rareté de la clientèle est expliquée par un phénomène constaté ces 5 dernières années, la prolifération des lieux de vente de vins correcteurs. Contre le phénomène, des tentatives de solutions ont bien été ébauchées. Pour l'optique, côté optique, nous sommes pas très bien organisés. Parce que beaucoup de gens ont appris l'optique dans l'État. Beaucoup n'ont pas reçu une formation adéquate. Beaucoup sont installés comme ça, pêle-mêle. Donc, au sein de l'association, nous tentons bien que mal d'organiser tout ce regroupement. Et donc, beaucoup de gens, comme beaucoup n'ont pas de diplôme, beaucoup n'ont pas pu se former. Donc, une secrétaire, il travaille 2 jours avec toi, la personne, genre, il s'installe et il dit qu'il est opticien. Et donc, comme les lunettes viennent de partout, on n'arrive pas, on a du mal à contrôler. Près d'une personne sur 2 souffre de troubles de la vision au Burkina. Un marché potentiellement donc important pour ne pas en dire plus. Cependant, même sans être devin, l'on comprend vite que l'anarchie est la chose la mieux partagée dans ce milieu. Actuellement, il n'y a pas de réglementation. Et il y a c'est vraiment le frein de notre marché, on va dire. Voilà. Chacun peut venir, il fait 1 semaine de formation, il part ouvrir son optique et il commence à vendre comme un commerçant. Voilà, donc c'est ça en réalité qui gâte le tout. Dans des entreprises très organisées, très peu organisées et même dans la rue, des verres de correction de la vue sont proposés et vendus. Et pourtant, le secteur est censé être réglementé. La Direction générale de l'offre de soins relevant du département ministériel de la santé est le répondant de toute entreprise de vente de verres correcteurs. Mais dans la pratique, cette direction est complètement ignorée par les prestataires du domaine. Normalement, il devrait relever, le ministère de la Santé devrait pouvoir intervenir comme on le fait pour les structures sanitaires privées. Si vous voulez ouvrir une clinique, on dit des choses, si vous voulez faire... Mais à ce jour, il faut reconnaître qu'il y a une insuffisance dans la réglementation. Alors, les maisons d'opticiens, en tout cas pour ma part, je n'ai pas encore été saisi avec un dossier. Donc ça veut dire que les gens ouvrent comme n'importe quelle boutique de vente, juste à partir du ministère des Commerces et peut-être du ministère de l'Administration tout le temps. Mais en tout cas, ça doit être au niveau du commerce et nous, on n'est pas associés. C'est ce que je peux dire comme insuffisance. Le code régissant la pratique date de 1994, quelque peu en déphasage donc avec les nouvelles donnes, marquées par la facilitation des échanges commerciaux par les technologies de l'information et de la communication. Un code en relecture et qui laisse présager donc de nouveaux temps sur la réglementation de l'activité de vente de verres d'ophtalmologie au Burkina. Voir autrement, cela est aussi possible pour ceux qui ont perdu la vue, aveugles ou malvoyants. Ils travaillent à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en braille, une façon pour eux de maîtriser leur handicap et de s'ouvrir au monde. Une sorte de seconde vie pour les pensionnaires du centre de formation de Yako dans le Passoré. Un encadrement qui n'est pas sans difficulté, comme le relatent Constantin Ouedraogo et Moussaki. Salut Osseni écrit la lettre A en braille sur une planchette à l'aide d'un écrou. Il a commencé cette formation le 19 février dernier, jour de son arrivée dans le centre de formation de l'association des personnes malvoyantes et aveugles du Passoré. Le gamin venu de Arbola a perdu la vision en pleine année scolaire, alors en classe de CM2. Depuis que je suis là, je peux écrire la lettre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Le président de l'association regrette la situation de Salou. Pour lui, le garçonnet devrait continuer l'école classique. Mais hélas, cette option est vite enterrée par ses parents. Pourtant, elle est bien possible. Ce dernier ne doit pas rester à l'école non formelle. Il doit aller à l'école formelle pour pouvoir avoir son CP, son BPC en allant continuer ses études. Mais par manque de moyens, on voit que non,
Bon, ce projet n'a pas encore été réalisé. Félicité Ouedraogo, quant à elle, a quitté le village de Nanoro dans le centre-ouest pour venir apprendre à lire et à écrire en braille. Le sort l'a frappé juste après son admission au CEP. Elle est aujourd'hui au niveau 4, donc en fin de formation. Et la jeune dame pense déjà à son avenir. Ce n'était pas facile. Mais maintenant là, je sais que je ne suis pas là-dessus. Aujourd'hui, je me sens à l'aise même. Si ton niveau là est bien, tu peux devenir encadreur. Le braille est utilisé sur la planchette. Bon, sur la planchette, on a 6 trous qui est là. Et les 6 trous maintenant là, c'est sur les 6 trous là qu'on peut écrire tous les 26 lettres de l'alphabet. Puis ils arrivent à bien identifier les lettres maintenant. Et maintenant, on peut rentrer maintenant dans le livre là. Voilà. Maintenant, les lettres qu'ils ont utilisées sur la planchette maintenant se trouvent dans le livre là. Le Centre pour formation des personnes malvoyantes et aveugles a vu le jour en 2014. Il compte aujourd'hui une vingtaine de pensionnaires, répartis au niveau 1, 3 et 4. Leur classe, un seul bâtiment transformé pour la circonstance. Le loyer et la prise en charge des encadreurs sont assurés par l'association. Les partenaires que je suis actuellement, bon, qui s'il veut, en tout cas, il peut passer voir ce qu'on fait même. Et puis, en tout cas, nous appuyer parce qu'il y a le besoin, mais par manque de moyens, c'est tout un problème seulement. C'est tout un problème. Maintenant, en tout cas, que ceux qui veulent laisser parler de leur cœur, en tout cas, faire les gestes. Ça va nous intéresser aussi. En tout cas, on a besoin. Ces malvoyants et aveugles ne se contentent pas seulement de l'apprentissage du braille. Les week-ends sont mis à profit pour l'artisanat et même pour les divertissements. Comme pour dire que leur handicap est ainsi dompté. Dans l'actualité également, le Fonds national pour l'éducation et la recherche souffle 25 bougies, 25 ans de parcours, impact et perspectives, des acquis relevés comme l'augmentation des montants octroyés ou encore à la bancarisation du processus. L'ambition majeure reste toutefois la numérisation du recouvrement des prêts. Le lancement des activités de ce 25e anniversaire du FONER avec Urbain Benito Somé et Oumou Sissé. Le Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER, une aide précieuse pour les étudiants non boursiers du Burkina Faso. Un fonds qui fête aujourd'hui son 25e anniversaire. Et à la création, Mélégué Maurice Traoré, ministre en charge de l'enseignement supérieur à l'époque. En 1992, nous étions sous le régime du programme d'ajustement structurel en négociation avec la Banque mondiale. Et la négociation à Washington était bloquée à cause du montant des bourses servies aux étudiants. La décision finale a été de contingenter le nombre de bourses de manière à ne pas dépasser 500 par an. Et l'idée donc m'est venue de créer le FONER. Nous avons discuté avec Zéphirin Diabré qui était à l'époque ministre des Finances, de manière à ce que le fonds puisse être alimenté par la l'ONABE. 25 ans après, le nombre de bénéficiaires croît d'année en année et le montant octroyé a aussi augmenté. Pendant les 25 ans, il y a eu de l'amélioration continue. On est passé de 100 000 à 175 000 pour ce qui est de l'aide. On est passé des longs rangs devant donc les locaux du FONER à une inscription en ligne, à une gestion en ligne, à une bancarisation du processus. Donc nous sommes fiers de cet instrument. Malgré ces avancées notables, les défis restent grands pour le ministère en charge de l'enseignement supérieur, d'où le thème de cette célébration, 25 ans de parcours, impact et perspectives. Numériser aussi le recouvrement, c'est-à-dire les prêts que nous faisons. Il faut que l'on puisse le numériser, que les personnes qui veulent le rembourser puissent rembourser aussi en ligne. Pour le compte de l'année 2020, environ 100 000 étudiants sont bénéficiaires du FONER à travers l'aide, le prêt d'études, le prêt laboratoire et la subvention à la recherche. Et selon le professeur Al-Kassoum Maïga, cela coûte à l'État et à ses partenaires environ 11 milliards de francs CFA.
Autre titre de l'actualité, la société minière de Poura et la cité des travailleurs. Vous l'avez compris, nous sommes à notre rubrique Une semaine à Poura. La cité des cadres reste l'un des héritages de la Sorémib, mais depuis la fermeture de la structure, les logements sont en piteux état. Qu'est-ce qui a bien pu se passer et qui sont les occupants actuels? Nous avons quelques pistes de réponse dans ce reportage de Alidou Badini et Sekou Zongo. Poura à son temps et que vous partiez à Poura aujourd'hui en voyant ces cités qui devaient être profitables à la commune, vous allez être déçus. Vous allez être très déçus. Voici ce qui reste de la cité des cadres de la Solémib, la société de recherche minière du Burkina Faso. C'est ici qu'étaient logés les mineurs cadres de la mine d'or de Poura. Un véritable palace en pleine campagne avec toutes les commodités. On appelait cet endroit la popote, où il y avait un réfectoire, ensuite un bar, la cuisine c'était un peu plus devant. Tout cet espace-là, on pouvait l'occuper comme on voulait, ça dépendait de comment vous voulez vous installer, puis on vous installait convenablement, avec la piscine qui était là, qui faisait le bonheur et la fierté de la cité. Franchement, c'était vraiment très luxueux. Dommage que ça soit en cet état-là, parce qu'il y a pas mal de grandes personnalités qui y sont passées. Je peux citer entre autres toute l'Assemblée nationale en son temps, avec à sa tête son Excellence Yé Boyensan, qui est venu ici. Ils ont fait 1 semaine ou 2 semaines de session ici à Poura. C'était ici qu'ils venaient quand même manger. C'était un très beau cadre. Pour ceux qui l'ont connu en son temps, je pense qu'aujourd'hui ici, ces derniers voient ce que ça ressemble aujourd'hui. Vraiment, ils auront un peu de peine. Des bâtiments perdus au milieu des arbres et des hautes herbes, un vrai gâchis, car pour certains ici, la cité aurait pu être sauvée. Vous avez constaté qu'on a enlevé du matériel, certains matériaux qui ont été enlevés dans les bâtiments, des tas de choses. Bon, ça a commencé comme ça. La gendarmerie était chargée de patrouiller toutes les nuits, jusqu'au petit matin. Vous voyez que c'est difficile. Donc c'est ainsi que, en tout cas, les choses se sont dégradées. Les gens ont commencé à attaquer les maisons, casser les maisons, enlever les portes. Le matériel qui était dedans, les gens sortaient avec le matériel. La mine est fermée, tout le monde est parti. Les gens étaient là, chacun se cherchait. Comment fallait faire? C'était dur. Alors il y a certaines personnes qui ont trouvé, qui ont eu la mauvaise habitude de chercher le gain facile. Ils se sont mis à saccager un peu partout pour emporter ce qu'ils pouvaient. Donc c'est ce qui a rendu les lieux comme ça. Résultat, la cité des cadres de la Solémib n'est plus que l'ombre d'elle-même. Des bâtiments en état de délabrement qui continuent de subir de l'action des vandales. Toutefois, le conseil municipal de Poura a maintes reprises tenté d'organiser la gestion de cet héritage minier, mais elle se heurte à des résistances. Normalement, cette cité est du ressort de la commune, qui devait être gérée par la commune. À plusieurs fois, nous avons, lors de nos sessions, nous avons pris des délibérations. Je vais vous dire que nous avons souhaité, voilà ce que je vous dis, une contribution, je n'ai pas dit un loyer, une contribution de 5 000 francs par maison. Mais tenez-vous bien, ceux-là qui devaient donner le bon exemple, c'est plutôt eux-mêmes qui nous enfoncent. À tel point qu'on a essayé en vain. Mais je tire mon chapeau à un corps que je ne veux pas citer le nom, qui depuis s'exécute. De nos jours, la cité de la Solémib est occupée par des orpailleurs, des paysans, des personnes nécessiteuses et des fonctionnaires de l'État. À Poura, toujours, la commune compte également des singularités, parmi lesquelles des personnages emblématiques. Alassane Kaboré Diaba en fait partie. Fils de la localité, son sobriquet résonne au-delà de la circonscription administrative.
Il se laisse découvrir ce soir à travers la caméra de Alidou Badini et la plume de Sekou Zongo. Il est connu à Poura sous le sobriquet Yaba ou grand-père. Alassane Kaboré à l'état civil, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est une figure emblématique pour la jeunesse de Poura. Autrefois footballeur, orpailleur aujourd'hui, quand on lui demande l'origine de son surnom, c'est toute une histoire qui nous est contée. Le nom Yaba est venu depuis l'école primaire, à ma classe de CM2. C'était dans un livre où un jeune aimait porter le lance-pierre. Immédiatement, les gens là ont dit que il me ressemblait à son temps. Et puis, au fur et à mesure, et sur le terrain aussi, c'est le nom Yaba qui est porté, et puis oublié mon nom, et Alassane. Passionné de football, joueur talentueux, Yaba comme on l'appelle, a traîné sa bosse dans plusieurs clubs de football au Burkina Faso et participé à plusieurs compétitions au plan national. J'ai joué dans plusieurs clubs au Burkina, en commençant par la Flèche d'Or, ensuite le Boulou FC de Koudougou. Il a joué à l'AS Sonabel avec présentement l'éditeur national qui se nomme Ousmane. C'est lui-même qui m'a entraîné à l'AS Sonabel. Ensuite, j'ai joué à l'ISCOP avec Kipré Boran, à son nom. J'ai décidé. Ensuite, je suis revenu à Poura pour qu'on crée ensemble l'équipe Sama FC de Bourmou. Ensuite, on est monté en première division pour les descendre la même année. Une carrière footballistique qui lui a valu plusieurs médailles et surtout la sympathie des jeunes de Poura. Depuis des années, Yaba a raccroché les crampons, mais reste toujours aux côtés de la jeune génération. Les jeunes me respectent et puis je les respecte aussi. S'il y a quelque chose, si tu viens envers moi, je fais tout mon tout possible pour qu'il y ait l'entente. Et puis, si les jeunes là m'aiment beaucoup, c'est parce que je les respecte et puis eux aussi ils me respectent. Comme à cause du ballon aussi, il y a quelque chose qui c'est donc c'est le terrain qui a fait tout ça. Le football m'intéresse toujours parce que je suis un peu les enfants de Sané FC. Sané FC a créé son équipe, mais il n'y a pas les moyens. On souhaite si on pouvait avoir l'aide en tout cas, ça peut aller. Aujourd'hui, Yaba est un orpailleur comme la majorité des jeunes de Poura. Avec cette activité, nous confie-t-il, il arrive à vivre décemment avec ses 2 femmes et ses 6 enfants. Malgré son activité d'orpaillage, Yaba nourrit l'ambition d'amener Sania FC, son club de cœur, en première division burkinabé. Et voilà, le dernier action d'une semaine à Poura, c'est demain au cours de vos différentes éditions. Autre point de l'actualité, l'honneur au Moro-Naba par une délégation des forces vives de la région du Centre-Sud. Conduite par le gouverneur, la délégation est allée rendre hommage à l'empereur des Mossé et solliciter un accompagnement pour la cohésion sociale. Alidou Badini et Sekou Zongo. Les forces vives de la région du Centre-Sud, chez le Mogo-Naba Bangogo, reconnaissante des actions de paix et de stabilité du Mogo-Naba, cette délégation des filles et fils du Centre-Sud est là pour lui témoigner leur admiration et lui formuler leurs vœux pour l'année 2021. C'est un composite de représentants de la région du Centre-Sud qui est là ce matin pour en tout cas féliciter le Moro-Naba, le remercier, l'encourager pour tout ce qu'il fait pour le Burkina Faso en général et pour la région du Centre-Sud en particulier que nous reconnaissons à sa juste valeur. Le Moro-Naba est un dépositaire de la culture, de la paix, de la réconciliation. Donc à ce titre, nous sommes doublement honorés et satisfaits d'être là ce matin pour écouter le Moro-Naba, lui transmettre aussi nos vœux de bonne année et recevoir ses bénédictions. Prospérité, entente et cohésion sociale sont en retour les vœux formulés par le Mogo-Naba Bangogo à l'endroit des hôtes du jour,
laisse entendre le chef de la délégation. Une délégation composée d'anciens et de nouveaux ministres, de députés, de hauts commissaires, de préfets, de maires et de responsables. Voilà, un élément qui finit difficilement. Une lucarne sportive. Dans cette édition, on s'intéresse à la rencontre électorale de Lac-Noir. Il s'agit de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Elle porte à sa tête en ce jour le Burkinabé Jean Yameugou, et cela à l'unanimité. Une rencontre suivie par visioconférence par Gérard Sommet et Jérôme Atchenrobego. Un plébiscite à la tête de Lac-Noir, comme il l'avait fait à la tête du Comité national olympique et des sports burkinabé. Par visioconférence, l'honorable député Singapinda Jaya Meogo a été élu à l'unanimité des votants des 8 pays membres de la zone 3. Il y a souvent beaucoup de conflits, beaucoup de mésententes où les gens doivent intervenir. Et je pense que je ne suis pas resté à marge de ça. Et puis ensuite, vous savez qu'il y a eu un mouvement important au niveau de Lac-Noir à un moment donné. J'ai été parmi ceux qui ont travaillé pour que le général Palinfo sorte la tête haute. Je pense que vu tout ça, les gens ont estimé que j'étais à mesure de conduire la zone. Pendant 4 ans donc, Singapinda Jaya Meogo va présider aux destinées de la zone 3, mais pas seulement. Nous allons donc, à partir de ce poste-là, accéder à Lac-Noir en siégeant au sein du comité exécutif. C'est un atout pour le Burkina Faso. Nous avons postulé pour, par exemple, les Jeux africains. Il a fallu que les gens de Lac-Noir défendent ce dossier-là. Et si moi-même j'étais là-bas, ça allait être plus facile. Mais néanmoins, je pense que ce n'est pas tard. Il y a certainement d'autres dossiers qu'il faut défendre. Avec Jean Yameugou, c'est le Burkina qui prend de l'envergure sur l'échiquier sportif africain. Entre sport et culture, il n'y a qu'un pas à franchir, sinon pour nous qu'une page à tourner. L'artiste Emilio Le Chanceux célèbre 10 années de carrière avec un nouvel album qui fera sa sortie ce 28 février, le 4e de sa carrière. Sur fond de rythme traditionnel et moderne, il reste très attendu par ses mélomanes. Le portrait de l'artiste avec Alidou Badini et Amadou Marcel Ato. Talaba, Wassa Wassa, mot de passe ou encore balle poussière. Autant de concepts développés par l'artiste Emilio Le Chanceux. Bien avant ça, j'ai participé à une compétition de DJ parce que j'ai commencé par être DJ, c'est-à-dire je dansais la journée et le soir, j'animais. Donc c'est ainsi, j'ai participé à des compétitions de disques jockey. Juste après ça, j'ai débuté ma carrière solo. Et là où je sors le single mot de phase qui a étonné tout le monde. Ensuite, le premier album est né en 2013, le deuxième en 2015, le troisième en 2017. En 10 ans de carrière, il s'est imposé au plan musical burkinabé de par son talent de danseur et de chanteur, avec au bout un défi à relever, promouvoir à sa manière la musique du Burkina. J'ai quitté le 14 juillet en Côte d'Ivoire, vu que papa et maman étaient retraités, donc on est rentré chez nos pays. Déjà quand je suis arrivé, j'ai vu que c'est vrai, la musique burkinabé est vraiment riche, mais n'est pas vraiment écoutée à l'extérieur. Donc quand je partais faire mes vacances dans les autres pays, je constatais que on me demandait à chaque fois, mais qui sont vos chanteurs de Burkina? On ne les connaît pas. Voilà. Et nous, on a tel, mais vous. Donc déjà, moi, ça m'a un peu fatigué. Voilà. Donc, j'ai dit, pourquoi ne pas me lancer dans la musique et vendre la culture de mon pays, le Burkina, qui est si riche. Donc, raison pour laquelle je faisais la danse, en même temps la musique. En 10 ans, Emilio Le Chanceux, c'est une vingtaine de récompenses, dont le prestigieux trophée de la musique burkinabé, le Koundé d'or. On a travaillé, mon staff et moi, à s'imposer déjà au Burkina Faso. Ça, on l'a déjà fait. Et dans l'Afrique de l'Ouest, je pense qu'on l'a déjà aussi fait. Donc, on veut aller encore plus loin que ça. Voilà, on veut peut-être demain, quand on demande à un Français, tu connais Emilio,
On demande à un Américain, est-ce que tu connais Emilio? Voilà, il va dire ben oui. Donc c'est un peu ce chemin, on est en train de traverser. Ça, c'est une autre vision. Et c'est l'objectif poursuivi par celui-là même qui se fait appeler le fils du pays avec son nouvel album, le 4e de sa carrière, appelé Intégration. Autre registre du reggae, toute une philosophie, un festival à lui dédié, revient cette année à Koudougou après une première édition en 2019. Il vise l'éveil des consciences et la promotion sociale à travers des messages choisis à propos. Une vingtaine d'artistes sont sollicités pour animer la scène durant 4 jours. Le lancement de ce 26 février avec Amadou Ilboudo et Bienvenue Tonsa. L'esprit Rastafari se libère ici à Goudiri. En témoigne cette prestation de Florent Zoma, alias Saint-Florent, Rasta dans le sang. Nous sommes à la 2e édition du festival La Nuit du Reggae de Koudougou. J'aime ça, tu vois pas mes cheveux? Je suis dedans. Ça va aller. Donc nous sommes venus pour se débrouiller un peu, pour gagner l'argent du pain. Et puis danser le reggae. Et puis échanger avec des amis, des soeurs, des frères. Que je l'aime ou pas, quand tout le monde apprécie quelque chose, c'est comme une danse. Tu l'aimes ou pas, tu mets pied dedans. Jusqu'au 28 février, une vingtaine d'artistes du même mouvement musical vont se succéder sur ce podium pour le plaisir des mélomanes. Sana Bob, Javurité, Nourati Lion, Iron Bender, surtout les grands frères, les idoles que les gens ne voyaient plus. Voilà, donc je suis en train, moi étant leur petit, je suis en train de revenir avec eux sur la scène musicale burkinabé pour dire que le reggae ne meurt jamais. C'est un grand show parce que la première édition, ça n'a pas été comme ça. Je me suis dit que bon, la deuxième édition, il faut que ça soit plus balèze que la première édition. Je voudrais inviter la population de la ville de Koudougou à s'approprier ce festival. Parce que c'est un festival qui revêt pour moi, en tout cas pour nous, une importance capitale. En ce sens qu'il allie culture et puis également donc, et sensibilisation. Le festival La Nuit du Reggae de Koudougou se veut une tribune d'éveil des consciences et de promotion de la cohésion sociale. La première édition s'est tenue en septembre 2019. Voilà, c'est en musique que nous refermons l'édition de ce soir. Excellent week-end sur la RTV et à demain Dieu voulant. Bonsoir.